À la recherche du record du monde du sabotage d'un accord de paix, les livres d'histoire retiendront peut-être ce vendredi 19 juin 2026. Au terme de la guerre américano-israélo-iranienne de début 2026, un accord cadre a été signé par le président américain Donald Trump ce mercredi soir à Versailles en pleine réunion du G7. Cet accord prévoit une période de négociation de paix de 60 jours, une cessation des hostilités sur tous les fronts, Liban inclus, un retrait israélien du Sud-Liban, une réouverture temporaire sans droit de passage du détroit d'Ormuz. À terme, cet accord a vocation à lever les sanctions contre l'Iran et mettre en place un fonds d'investissement pour la reconstruction et le développement de l'Iran à hauteur de 300 milliards de dollars. Par ailleurs, une future administration conjointe par l'Iran et Oman du détroit d'Ormuz, incluant très vraisemblablement la mise en place de droits de passage. À peine signé, l'accord a été très vivement critiqué par Israël, obligeant le vice-président américain J.D. Vance à monter au créneau. Ce que je veux dire, et cela me dérange, c'est que certains membres du cabinet de Bibi ont publiquement critiqué l'accord et d'une certaine manière se sont attaqués personnellement au président des États-Unis. Mon message pour eux sera le suivant. Donald Trump est le seul chef d'État dans le monde entier qui est sympathisant de l'État d'Israël à cet instant précis. Et il se trouve qu'il est le chef d'État de la superpuissance de ce monde. Si j'étais membre de gouvernement, je n'attaquerais pas le dernier allié puissant qu'il me reste en ce monde. I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Mais de toute évidence, les avertissements de J.D. Vance n'ont pas suffi. On a appris dans la nuit de jeudi à vendredi que le déplacement de Vance en Suisse pour rencontrer les négociateurs iraniens était annulé. Ce matin, contrairement aux principes énoncés par l'accord cadre, Israël poursuivait ses bombardements du Liban. Et le détroit d'Ormuz, où la circulation était redevenue libre ce jeudi, se voyait de nouveau fermé par les gardiens de la révolution iranienne en raison de la poursuite des attaques israéliennes contre le Liban. Ce vendredi après-midi, un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah était annoncé, mais dans la foulée, certains officiels israéliens expliquaient déjà que le cessez-le-feu ne signifie pas cesser le feu, mais simplement ne pas encore faire escalader le conflit. Pour le dire simplement, la foire d'empoigne et le blocage de l'économie mondiale vont pouvoir continuer. Par ailleurs, selon l'iranologue Morgan Lotz, le point concernant le retrait des forces américaines n'est absolument pas clair et on peut donc redouter une future reprise des attaques américaines. Le mémorandum d'entente signé entre Washington et Téhéran laisse-t-il vraiment présager une paix durable à l'avenir dans le Moyen-Orient ? Les observateurs attentifs auront remarqué que plusieurs paragraphes posent problème. Tout d'abord, le paragraphe numéro 4, qui stipule que les États-Unis s'engagent à retirer leurs forces des zones proches de l'Iran dans un délai d'1 mois suivant la conclusion d'un accord définitif. Donc les États-Unis ne vont pas retirer immédiatement leurs forces de leur région. D'ailleurs, ces forces états-uniennes auraient dû être retirées immédiatement, dans les 30 jours suivant la signature du protocole d'accord, et avant le début des 60 derniers jours de négociations, permettant ainsi d'éviter que les négociations en vue d'un accord définitif ne se déroulent sous la menace d'une intervention militaire états-unienne contre l'Iran. De plus, ce texte ne précise pas ce que l'on entend par les zones proches de l'Iran. En effet, les États-Unis vont-ils se retirer de l'autre côté du golfe Persique, où ils sont déjà bien installés? Vont-ils se retirer avec leur flotte dans l'océan Indien ou vont-ils définitivement rentrer chez eux? La question n'est pas résolue. Ensuite, la nature de ces forces et des équipements qui seront retirés. Est-ce que ce sont les matériaux défensifs, comme les batteries de missiles antiaériennes Patriot, ou est-ce que ce sont les matériaux offensifs, comme les missiles Tomahawk? Là non plus, la question n'est pas résolue. Et enfin, la définition de ces forces, c'est-à-dire si ce retrait concerne l'ensemble des forces états-uniennes de la région ou seulement celles qui ont été déployées dans le cadre de l'opération Shoah Epic, commencée le 28 février dernier. Là non plus, cette question n'est pas résolue. Et enfin, un problème de taille, c'est qu'aucun mécanisme n'est prévu pour garantir l'application de cette clause. Signalons enfin, pour l'anecdote, les insignifiants dirigeants français, puisque la diplomatie française a jugé utile de faire mine d'avoir une position dans cette affaire.
Le ministre des Affaires étrangères Barrot a déclaré que la France mettrait son veto à la levée des sanctions contre l'Iran prises à l'échelle des Nations Unies tant que Paris ne serait pas satisfait sur le volet des concessions nucléaires et militaires de Téhéran. Mais étant donné que la France est de nos jours le seul État nucléarisé du monde, dont à peu près n'importe qui ose malgré tout se moquer ouvertement, il est peu probable que quiconque aille demander son avis à Paris dans le processus actuellement en cours.